Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 18 mars 2022. Aujourd'hui, journée de congé. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait de cette journée de congé? Eh bien, on est allé se promener un peu dans cette ville qui se remet à peine de 2 ans de pandémie. Des boutiques fermées, des restaurateurs qui peinent à retrouver leur rythme de croisière, des librairies, eh oui, des librairies. Et dans l'une d'entre elles, que je ne nommerai pas car elle est comment je dirais ça? Elle n'a pas besoin de présentation, en fait. C'est la plus connue à Montréal, c'est la plus connue à travers le Québec, en fait. J'ai trouvé ce livre de Meredith Ledez, un libraire, publié aux éditions Philippe Rey. Et évidemment, vous le savez, j'en ai fait part à quelques reprises, dès qu'il est question d'histoire de libraire, de librairie, d'aventure de libraire, que ce soit les plus connus, Sylvia Beach, Shakespeare & Co., Adrienne Monnier, l'ami des livres, José Corti, les mémoires de José Corti, qui était éditeur d'abord, mais aussi également libraire. Alors je ne peux m'empêcher de m'emporter acquéreur, de m'y précipiter et de le lire. Alors j'ai pris un fort plaisir, j'ai fort goûté ce livre de Meredith Ledez, qui raconte tout de même une histoire, en fait, tragique. D'un libraire qui... mais avant, je brûle les étapes. Un mot sur l'autrice. Elle est née en 1973. Elle est poète. Elle a été éditrice pendant quelques années, a publié des auteurs étrangers. Et pendant quelques mois, elle a été libraire. Et c'est cette aventure courte, mais fondamentale, qu'elle relate dans ce fort joli livre. L'écriture, elle est en demi-teinte, nuancée, avec des ondes de clair-obscur. On y devine que cette vie, la vie de l'autrice, j'aurais envie de dire, on ne devient pas impunément libraire, même si c'est dans un espace très court, sans avoir connu d'importantes souffrances. Parce que le métier de libraire qui est lié à la quotidienneté, il y a quelque chose de terriblement quotidien dans notre métier. On ouvre notre échoppe à heure fixe, souvent une fois les heures terminées, le travail se poursuit sous une autre forme. En fait, on ne quitte jamais tout à fait son travail, même quand il nous arrive de prendre des vacances. Eh bien, on se demande qu'est-ce qui se passe à la librairie. Quels vont être les aléas. Ouais, Léa, qu'est-ce que... J'enregistre! Coucou! Ouais, coucou! C'est Léa qui retourne chez elle. Des fois, vous la vivez apparaître dans quelques-unes des vidéos, une ombre qui glisse, comme ça. Et donc, il y a quelque chose de terriblement quotidien dans ce travail. Et elle relate bien quelles ont été ses journées avec ce libraire, Jacques Alano. Jacques Alano qui a cofondé à Saint-Brieuc, en Bretagne, la librairie Le Pain des Rêves, titre emprunté à un texte de Louis Guilloux. Et après 10 années de retraite, il décide de redonner un second souffle à cette librairie qui, vraisemblablement, était peut-être... en fait, qui ne trouvait pas de repreneur. Alors, il
il reprend les guides de sa librairie et en octobre 2019, et survint cette pandémie. Cette pandémie qui a fait de telle sorte l'a plongé dans un grand désarroi. Les petits commerçants, quels qu'ils soient, rares ont été ceux qui n'ont pas été durement éprouvés par cette pandémie. Et tant et si bien qu'à la suite du premier confinement, la librairie a rouvert et quelques semaines après, quelques jours après, il s'est enlevé la vie à près de 70 ans ou à 70 ans. Ma belle-fille m'interrogeait ce soir, me demandant quel était le sujet de cette vidéo, en fait. Nous discutions sur la mort, le suicide. Et elle me disait cette chose, qui est largement partagée par la majorité d'entre nous, que c'était plus terrible lorsque c'était une jeune personne qui s'enlevait la vie. Quelqu'un de 20 ans, 25 ans, 30 ans, en fait, qui s'enlève la vie, ça nous semble effectivement plus terrible que celle d'un homme entré dans la vieillesse. Mais en y repensant, je n'étais pas tout à fait sûr de cette assertion. Car le pacte avec le suicide, quand on l'accomplit à cet âge avancé, c'est que sans doute le pacte a été pris bien avant le moment décisif. Et sans doute, la première tentation du suicide est-elle survenue dans son jeune âge à ce libraire, et qu'il a réussi à la tempérer, à la juguler, à la contenir, cette pulsion funeste. Mais que peut-être, tout au cours de cette longue existence, que l'on aura compris studieuse, au milieu des livres, au milieu des auteurs aimés qui fréquentaient sa librairie, de même que les habitués, et même les grands habitués, et les personnages inouïs, qui peuvent... En fait, les personnages les plus étonnants d'une société sont les gens qui fréquentent les livres, qui fréquentent les librairies. Et peut-être au terme d'une bataille contre ses propres démons qui ont duré tout le long de son existence, suivi d'accalmie, suivi de rechute, suivi de montées de lumière, interrompues parfois par des bouffées d'angoisse. Et peut-être que ce combat-là contre les forces du néant ont peut-être duré toute l'existence de ce libraire, de ce grand libraire, assurément. Les traces d'affection sont nombreuses dans cet ouvrage-là. Ils sont nombreuses, le respect réel qu'on ressent. Et on en sait trop peu sur la vie. Déjà, vous le savez, c'est un des thèmes récurrents chez moi. On en sait trop peu sur la vie des lecteurs, qui sont la vraie histoire de la littérature. La métaphysique de la littérature, c'est la métaphysique des lecteurs. La méta-littérature. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à... Oui. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à s'environner de livres, à voir ses jours tissés par les mots, par les pages, par l'univers livresque de papier qui n'est pas une fuite devant le monde. C'est peut-être aujourd'hui la seule manière d'avoir une prise sur le monde, c'est de tenir un livre dans ses mains. Pour ma part, je n'ai jamais vu, depuis que je fais ce métier, ça fait déjà près de 30 ans, je n'ai jamais vu un tel engouement pour les librairies. Je n'ai jamais vu un tel intérêt pour la figure du libraire et pour l'histoire du livre en général. Je suis à peu près convaincu que dans ce tout numérique dans le tout virtuel, on n'est pas encore entré dans le métavers, là, mais on sent que le métavers va bientôt nous avaler. Le livre est un arrachement au numérique. Le livre est un arrachement au temps virtuel.
Ça devient comme un temps réel, ça devient comme un temps où le temps retrouve ses assises, où le temps se retrouve refondé, que le temps retrouve en fait sa densité. Et donc, elle nous raconte, jour après jour, en fait, dans de très courts chapitres, je vais revenir sur je vais vous dire quelques mots sur la manière dont ce bel ouvrage est construit. Il y a quelque chose que j'ai trouvé assez subtil, mais est-ce que j'ai tout dit ce que je voulais vous dire sur ce libraire? Oui, on imagine, oui, parce qu'on le devine, et il est plutôt discret. Il est immensément cultivé, comme le sont les véritables libraires, qui existent encore. Il y a de véritables libraires parmi nous. Il est affable, il est secret. Il est ironique. Il y a un peu d'humour. Il y a beaucoup d'humour, je pense. Et il est affable, sans aucun doute. Et peut-être croyant aussi. Peut-être est-il en quête d'une transcendance. Alors, les liens qui se sont noués entre ce libraire, Jacques Alano, et Meredith Ledez, ce sont des liens tout en nuances. Lui, il la gratifie d'un sonore collaboratrice. Elle lui donne du patron. Je pense qu'un libraire qui se fait appeler patron a quelque chose d'inusité. Presque du jamais vu, au fond. Parce que les libraires, c'est des créatures assez... moi, je n'ai pas d'employé. Je ne me vois pas dire à quelqu'un quoi faire. J'en ai quelques-uns. J'ai des jeunes qui ont travaillé pour moi tout au long de mes 30 ans de pratique. Mais je prenais beaucoup de précautions pour leur demander quelque chose. Il y en a un, entre autres, peut-être s'il écoute cette vidéo, se reconnaîtra-t-il. Il faisait ses travaux ses travaux d'université pendant qu'il travaillait à la librairie. Et je comprenais fort bien que d'étudier en littérature, c'était peut-être plus important que le métier de libraire. Et bien souvent, vu que c'était un étudiant assidu et déterminé, et bien souvent, je remplaçais mon remplaçant. Et donc, il me téléphonait quelques jours auparavant, me dire « Est-ce que tu peux me remplacer la journée où je travaille? » Alors ainsi, au cours des années 2018, 2019, jusqu'à 2020, où pendant 2 mois nous avons cessé toute activité, il m'est arrivé, à plusieurs reprises, de remplacer mon remplaçant. Telles sont les tâches qu'un libraire peut exercer. Alors, ce que nous révèle le contenu d'un libraire, on pense aussi au titre d'Oriana Fallaci, un homme. En fait, ça pourrait presque être des synonymes. Un homme, un libraire, un homme. Elle nous parle, il lui fait découvrir l'importance des traducteurs. Nous sommes de plus en plus nombreux, même à reconnaître la griffe d'un traducteur. Les traducteurs ont un univers. On l'a vu en poésie, pratiquement tous les traducteurs sont poètes et tous les poètes sont traducteurs. Et faut-il être véritablement poète pour être capable d'entrer dans la langue d'un autre poète? Alors, elle nous fait prendre conscience de cette importance. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans la structure du livre, si je puis dire, c'est que chaque chapitre est entrecoupé d'une citation d'un auteur ou d'une autrice. Mais ça ne m'aura pas échappé que tous les livres dont il est mention, ce sont
des livres qui sont parus en 2019 ou en 2020. Alors, qu'est-ce à dire? C'est que subtilement, ou peut-être pas subtilement, c'est peut-être moi qui vois de la subtilité là où il n'y en a pas, c'est que en nous offrant une citation, un fragment, un aperçu de ces auteurs lus et aimés, elle agit en quelque sorte en intercesseur. Elle nous offre, en bonne libraire qu'elle est, elle nous offre des pistes de lecture. Alors, je l'ouvre au hasard, je pourrais n'importe... Toutes les citations sont bonnes, et en fait, c'est assez réussi parce que j'aurais envie de lire tous ces livres-là. Mais bon, je ne le ferai pas. Mais par contre, un auteur que je méconnais, mais qui me fascine depuis au moins 30 ans, c'est Eugène Savitskaya, auteur d'origine belge. Oui, d'origine belge. Qui, quand j'ai commencé à le lire, ce sont des ouvrages, de courts ouvrages, pour beaucoup d'entre eux publiés aux éditions de Minuit. C'est une langue hallucinée. C'est quelque chose, c'est un véritable travail sur la langue. Et je l'ai perdu de vue. J'en ai lu quelques-uns il y a peut-être 25-30 ans. À ce moment-là, Savitskaya était relativement un jeune auteur, mais aujourd'hui, il continue d'écrire. Et il commence à voir derrière lui une œuvre. Et elle nous offre cette citation tirée de Au pays des poules aux œufs d'or, aux éditions de Minuit, paru en 2020. On entendait 6 décembre 2020. On entendait mugir la terre à des milliers de verstes à la ronde. C'était encore chaud à l'intérieur comme dans un œuf fraîchement pondu. C'était la grande et belle terre avec des gouffres et des montagnes, des fosses et des bosses, car elle était toute bosselée, la ronde terre, de tous les coups qu'elle encaissa. Toutes sortes de lourdes billes s'étaient encastrées dans sa masse molle. Elle était absolument grande, cette création, qui n'arrêtait pas de créer, cette apothéose à l'œuvre. Une autre citation, tirée le 5 décembre 2020. Il n'y a rien de plus facile au monde que de déménager des livres. Il n'y a aucune hésitation possible pour ce qui est d'un tri à faire. Il n'y a rien à jeter. Il suffit de vider les bibliothèques et de mettre les livres dans les cartons. Je ne connais absolument pas la place logique et pratique des meubles dans une pièce. Il n'y a que les bibliothèques qui ont une fonction simple, celle d'abriter les livres, et une place évidente, contre un mur, pour ne pas basculer. Dima Abdallah, Mauvaise Herbe, Sabine Vespizer, je ne sais pas si je l'ai prononcé correctement, paru en 2020. Alors, tout le long de ce court témoignage d'amitié et de pratique de libraire, elle émaille son récit, son texte, de citations qui sont autant de pistes de lecture. Alors, j'ai trouvé le procédé fin, j'ai trouvé le procédé subtil et intéressant. Il m'est revenu, en lisant ce panégyrique, il m'est revenu un souvenir de notre dernier voyage en France, à Paris, en août 2021. Nous étions sans doute, était-ce dans le quartier dans le quartier Montparnasse, mais nous nous sommes arrêtés devant une librairie. C'était un dimanche post-confinement.
Et cette librairie fort belle, dont le nom était, si je ne me trompe pas, l'Escalier. C'est à vérifier. Est-ce que j'ai inventé ce nom de librairie? Ne sait-on jamais, vu l'imagination qui est la mienne. Et cette librairie fermée, on découvrait en lisant les messages collés, des messages qu'on avait apposés sur la vitrine, que la libraire était morte soudainement et qu'elle avait laissé un grand vide dans cet arrondissement. Et les témoignages étaient abondants. Nous avons pris un petit moment pour les lire. Nous avons pris un petit moment pour nous recueillir devant cette vitrine pierre tombale, cette vitrine et où chaque témoignage d'amis de cette librairie était autant d'épitaphes griffonnés sur des bouts de papier. C'était très touchant de les lire. Il y avait quelque chose, une sorte de... Et c'était difficile pour moi, qui ne connaissais ni la librairie, ni la libraire, de ne pas éprouver une sorte de chagrin diffus. Et ce qui était frappant aussi dans cette vitrine, c'était clair que ce décès inopiné était survenu peut-être il y a quelques semaines auparavant. Car certains des livres qui étaient mis en évidence dans la vitrine étaient tombés. Alors on voyait les livres, certains d'entre eux, qui s'étaient entassés dans le bas de la vitrine. Ça formait une espèce d'amoncellement de cadavres d'oiseaux de papier, dirais-je. Il y avait quelque chose à la fois de poétique, mais d'une grande tristesse, au fond, dans ce Paris déserté par ses habitants, et par ce Paris aussi, qui lui aussi se remettait à peine de cette pandémie. Aujourd'hui, un autre drame va endeuillir le ciel de Paris, c'est évident. La guerre de l'Ukraine, chacune réfléchit, et là on essaie de comprendre la logique derrière tout ça, en admettant que cet homme, Poutine, n'est pas fou. Je ne sais si... je ne sais si... Moi, je ne crois pas qu'il est fou, je crois qu'il est stupide. Mais on ne peut pas faire ça sans être un abruti. Mais beaucoup lui prêtent une grande intelligence et font de valeureux efforts pour chausser les chaussures de ce grand assassin aux pieds longs. Mais moi, personnellement, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je reste dans l'émotion. Je reste dans l'émotion pure, dans l'émotion vive, et je n'arrive pas à me mettre dans ses raisons. Je n'arrive pas. Et donc, malheureusement, le ciel européen s'assombrit. S'assombrit de manière assez terrible, je pense. Et voilà. Alors, je vais vous lire... je vais vous lire... je vais vous lire 2 passages. Elle dit, entre autres, que, évidemment, les bibliothèques, les livres, toute son enfance, l'ont emporté dans un monde imaginaire, l'ont nourri, ont fait d'elle la femme qu'elle est, mais que dans cet imaginaire, il n'y avait pas de libraire. C'est une autre histoire, ça. Les libraires sont, aujourd'hui, vous disais-je, ils prennent une sorte d'importance qu'ils n'ont jamais eue. En tout cas, moi, personnellement, je ne me suis jamais autant senti libraire que dans les
les dernières années. Après 30 ans, il serait peut-être temps. Mais je pense également n'avoir jamais endossé la persona du libraire. Je ne me suis jamais considéré comme tel. C'est peut-être un peu étonnant parce que je suis libraire comme par toutes les parts de ma peau finalement, mais je ne me suis jamais perçu comme tel. Je n'avais pas 7 ans. Je savais enfin lire et écrire, et plus tard, je voulais devenir écrivain. Car les écrivains et les poètes, au plus haut des marches, étaient de grands sages et des aventuriers immobiles. Plus tard, je m'aperçus, dans la pratique, qu'il y a des faussaires partout. Les écrivains sont des humains, hommes et femmes, comme les autres, et même parfois pire, prêcheurs de belle humanité quand ils sont sous les feux de la rampe, et dans le commerce plus régulier de la vie banale, fiefés salopards ou médiocres pêcheurs. Nous entendions parfois des sottises. Jacques, tu te souviens? Il n'y a plus d'écrivains. La littérature est morte. Un de ces jours où cette phrase nous fut dite et nous avions pris le parti de ne pas y répondre, la cause étant perdue, nous avions justement plongé dans un de ces livres qui d'emblée vous transporte, à juste titre. Il était arrivé dans une enveloppe au courrier de midi. C'était un service de presse des éditions de minuit. Je l'attendais. Au pays des poules aux œufs d'or. Le dernier roman d'Eugène Savitskaya. Je l'ai ouvert. J'ai lu pour moi pendant que tu décachetais les autres plis. Tu t'es approché, curieux toi aussi, et j'ai lu à haute voix le début, la première page. Nous étions émerveillés, comme aux plus belles heures de l'enfance, devant l'inventivité de la langue et l'univers insoupçonné qui s'ouvrait en l'espace de quelques lignes. Il n'y a d'ailleurs plus d'éditeurs non plus, avait ajouté notre visiteur morose. La réponse était sous nos yeux. Elle tenait dans le miracle d'un conte qui ne fut pas tête de gondole, mais plus ambitieux, a conquis souterrainement de fervents lecteurs. La littérature n'est pas morte et vivent ses éditeurs. On pense ici à la formule de Finkielkraut qui dit que nous sommes entrés dans un monde post-littéraire. Et les deux affirmations ne sont pas antinomiques. La littérature est vivante dans un monde post-littéraire. Et au fond, c'est peut-être là qu'elle n'a jamais eu autant d'importance. Et on le voit aussi chez certains politiciens, me frappent les politiciens français. Au Québec, il n'y a pas un politicien qui cite un poète, jamais, ni qui se réclame ouvertement d'aucun auteur. Mais en France, ça me... il y a évidemment il y a les mots de Sarkozy sur la princesse de Clèves qui en fait ont fait tant réagir. Mais les discours de Fillon avec des citations de Camus. Ici, au Québec, c'est impossible, ça. Aucun... Et c'est dans ce sens-là. Et cette utilisation de la littérature par des politiciens, au fond, on aura envie de dire à ces politiciens, je vous en prie, ne touchez pas à ça. Mais ils le font. Un qui le fait, je l'ai dit à quelques reprises, qui, lors de son discours inaugural, le président Macron, qui a cité abondamment plusieurs auteurs, dont Georges Bataille. Et ça, pour moi, ça a été... j'étais éberlué devant cette citation, jugeant qu'il n'y avait qu'en France qu'une telle chose était possible. Cette récupération, j'aurais envie de dire éhontée, des politiciens par quelque chose... Mais Macron, on le sait, dans sa prime jeunesse, son rêve premier, c'eût été d'être écrivain. Bon, on ne peut pas tout réussir dans la vie. Il est devenu président de la République française. Alors donc, oui,
acceptons l'idée que nous vivons dans un monde post-littéraire où la littérature n'est plus le prisme essentiel pour ressentir le monde, dans un monde qui a du mal à saisir toutes ces subtilités, mais ces subtilités sont encore créées, produites par des créateurs têtus, obstinés, par des éditeurs courageux, vigilants, audacieux, et par des libraires de toute allégeance, de neuf, ou pour ma part d'occasion et d'ancien, mais je ne me qualifie plus ainsi. Depuis quelque temps, je me qualifie de libraire intemporel. C'est un peu beaucoup exagéré comme formule, mais c'est souvent en exagérant beaucoup qu'on s'approche un peu de la vérité. Alors, libraire intemporel, je trouve ça fait chic, je trouve ça en jette, mais il faut le prendre au second degré, je m'amuse pas mal. Est-ce que je vous lis un autre passage? La librairie est un endroit merveilleux pour rire, en effet, sous cape ou à gorge déployée. On ne loue pas assez cette vertu, et si ma mémoire, hélas, n'a pas su retenir tout ce qui a compté et compte pour moi dans ce compagnonnage au pain des rêves, je n'oublie pas comme nous avons pu nous amuser aussi. Il y avait des clients, je suis sûr que tu devines à qui je pense sans les nommer, dont la visite, dès le pas de porte, s'annonçait réjouissante et qui rachetait à elle seule une journée maussade ou une série de contrariétés. Ces très grands lecteurs, non seulement lettrés et toujours curieux, mais aussi d'une exquise courtoisie, déclinée sous toute sa gamme possible, amabilité, gentillesse, prévenance, bonté, générosité, parmi lesquelles plus rarement et d'autant plus délectable était leur visite alors, ceux qui par-dessus le marché, animés par l'humour, l'autodérision, l'esprit de repartie, témoignaient d'une extrême finesse dans la compréhension des relations humaines. Je ne parlerai pas des autres, les fâcheux, car il y en eut, tu le sais, et jusqu'après ta mort, méchants par ignorance ou par bêtise, ce sont les mêmes que l'on retrouve, où que l'on aille sur cette terre, et quelle importance, en définitive. Les fâcheux, dans le monde de la librairie, sont extrêmement rares. Mais extrêmement rares. Moi, j'en suis venu à penser que, en tout cas, peut-être est-ce de franchir le seuil de la librairie qu'ils sont transfigurés instantanément par, non pas par le maître des lieux, mais par la présence implacable des livres qui assument un rempart contre la bêtise extérieure du monde ou la folie du monde. Est-ce tous ces auteurs canoniques qui imposent aux plus ardents lecteurs ou à la plus acharnée lectrice sa puissance, son aura, son autorité? C'est possible. Le métier de libraire, en tout cas, incite à la modestie. Et de là, c'est pour ça, de toute façon, érudition et modestie, sans doute, vont de pair. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre dans ma journée de congé. C'est ce qu'on fait, c'est ce que font les libraires dans leur journée de congé, ils lisent des livres. Alors donc, c'est de Meredith Ledez, un libraire, et c'est paru chez Philippe Ray. Alors, un autre livre à ajouter à cette collection qui est la mienne sur la vie aventureuse des libraires. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien et à demain.